Le Journal de la Culture accueille un galeriste français d'art contemporain de réputation mondiale qui célèbre ses 25 ans de carrière au Tripostal de Lille jusqu'au 12 janvier prochain. Dans son escarcelle, le fleuron de la créativité internationale avec des artistes tels que Damien Hirst, Wim Delvoye, Maurizio Cattelan, Takashi Murakami, Mariko Mori ou encore Xavier Weyland pour ne citer que cela. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous évoquons aujourd'hui le parcours d'un original et inclassable promoteur de l'art contemporain, Emmanuel Perrotin. Bonjour et bienvenue dans le Journal de la Culture. Bonjour. Je disais diantre inclassable, sans doute l'êtes-vous par vos choix, par le parcours que vous imprimez, aussi peut-être aussi et surtout parce que vous n'êtes pas un enfant du sérail au départ. Non, j'ai commencé en tant que... Je travaillais depuis l'âge de 16 ans et j'ai découvert le milieu de la galerie à travers une amie dont le père avait un vernissage ce soir-là. Et j'ai découvert que les galeries ouvraient de 14h à 19h, ce qui me permettait de continuer à rêver d'être scénariste de films. Alors 25 ans, ça n'arrive pas tous les jours. Cette célébration, c'est l'occasion d'offrir un florilège de quelques collections d'œuvres qui ont incarné vos choix, avec des artistes marquants tels que Damien Hirst, on vient d'en parler, Takashi Murakami. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Je peux citer Jean-Michel Ottoniel, si on se déplace du côté de Lille. Alors, c'est une exposition qui est sur 6000 m². Il y a 77 artistes. Je ne représente actuellement que 38 artistes, mais là, il y en a 77 puisqu'on en montre des anciens. C'est autour de 150 œuvres, il me semble, qui sont présentées. C'est effectivement à la fois des œuvres monumentales et aussi des œuvres plus petites. Il y a vraiment, et puis une esthétique très différente d'un artiste à l'autre. Alors je propose aux téléspectateurs du Journal de la Culture de découvrir en images cette rétrospective de quelques œuvres exposées donc à Lille maintenant. C'est jusqu'au 12 janvier prochain au Tripostal de Lille. Allez y faire un tour. Emmanuel Perrotin, on vient de voir un florilège de quelques-unes des œuvres qui ont marqué 25 ans de carrière. Lorsque l'on parle de mercantilisation de l'art, ça ne vous concerne pas spécifiquement, mais je parle de l'art contemporain, vous semblez répondre, vous, démocratisation et accès gratuit et généralisé aux œuvres? Oui, je vois que vous avez lu les articles qui m'ont été consacrés. Effectivement, on a toujours tendance à parler de l'aspect financier de l'art contemporain. Et bien sûr, un certain nombre de nos collectionneurs, en achetant les œuvres de nos artistes, permettent d'offrir un loisir gratuit au plus grand nombre. Les galeries sont gratuites, vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas besoin de rendez-vous, vous franchissez la porte. On nous dit que c'est intimidant, mais finalement, une galerie comme la mienne, on a 300 personnes par jour qui visitent la galerie minimum. On peut monter jusqu'à 700 personnes par jour. Donc vraiment, c'est quelque chose de très facile. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, La ruée vers l'art, qui évoque l'irruption de puissants groupes qui sont des multimilliardaires, qui possèdent les galeries, qui parlent plus de spéculation. Qui possèdent les galeries, là vous allez loin. C'est ce que l'on dit dans la presse spécialisée, qui parle plus de spéculation que de qualité artistique. C'est une caricature ? Écoutez, bien sûr, quand j'ai commencé ce métier, les sommes en jeu étaient très très inférieures et on n'en parlait pas du tout de l'art contemporain. On s'est mis à parler beaucoup de l'art contemporain. Je suis invité aujourd'hui dans cette émission, ce qui est évidemment un plaisir et un signe d'évolution. Bien sûr que nos artistes produisent à peu près le même nombre d'œuvres qu'au 19e siècle. Par contre, le nombre d'amateurs qui s'intéressent à l'art contemporain a été multiplié peut-être par 10 000. C'est-à-dire que nous avons des clients aux Philippines, à Singapour, en Indonésie, dans tellement de pays, je ne pourrais pas vous les citer tous. Et évidemment, si tout le monde veut la même chose au même moment, il se produit ce qui se produit dans n'importe quel autre métier, c'est que l'offre et la demande conduisent les prix à augmenter. Et ça n'est pas un hasard si évidemment Internet a accéléré les choses. Ça n'est pas vraiment juste un problème de spéculation, c'est que si vous voulez la même chose et que vous avez largement les moyens, vous êtes prêt à mettre plus d'argent. Vous avez été l'un des premiers, dès le début des années 2000, 2004 précisément, à avoir une incursion aux États-Unis, à Miami notamment. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de Frenchies à l'international et notamment représentés là où la compétition est extrêmement disputée? Écoutez, depuis la Seconde Guerre mondiale, le marché de l'art s'était un petit peu évaporé en France. Il y a eu
au départ beaucoup d'arrogance. Beaucoup de marchands ont pensé que Paris était Paris. Et puis, par la suite, il y a eu certainement une non-adaptation à l'évolution. Il fallait déjà parler anglais. Moi, j'ai appris à parler anglais en travaillant. Je n'étais pas non plus un très bon exemple. Mais voilà, manifestement, on a internationalisé très rapidement la galerie. On a participé à beaucoup de foires à l'étranger. Et c'est vrai qu'il faut qu'on change cette image. On n'avait pas non plus un climat fiscal très approprié. Et c'est vrai que pour pouvoir défendre bien les jeunes artistes, il faut avoir une galerie puissante, une galerie qui a de la capitalisation, chose que nous n'avions pas forcément. Et c'est vrai que là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'être capable de garder mes artistes qui sont devenus très connus et par l'argent qu'on gagne avec eux, permettre de travailler dans de très bonnes conditions pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et l'une des plus grosses fiertés que j'ai pour ma galerie, c'est que mes artistes français se mettent à très bien marcher à l'international. Alors en résonance avec ce que vous venez de dire, je propose d'évoquer à présent le profil justement des acteurs du secteur et les grandes lignes d'un marché de l'art contemporain en perpétuel mouvement. Regardez. 27 million dollars. Des enchères qui n'en finissent pas de monter. Nouveau record du monde, ce triptyque de Francis Bacon, 106 millions d'euros. Et autre record, ce tableau d'Andy Warhol, 78 millions d'euros. Jamais une œuvre du peintre américain ne s'était vendue aussi cher. Le plus souvent, l'acheteur est anonyme. Mais qui peut débourser de telles fortunes ? Cet après-midi, dans cette salle de vente parisienne, ce sont des photographies qui sont mises aux enchères. Et les collectionneurs présents sont plus modestes. Je viens d'acheter un tirage du photographe Horst. Pour combien ? 4 500 € avant les commissions. Ce londonien repart avec l'une des œuvres les moins chères. Pour les plus belles photos, les acheteurs ne sont pas dans la salle, mais au téléphone. Et phénomène nouveau, la plupart appellent de très loin. Les nouveaux acheteurs sont issus d'Asie, les Chinois, sont issus des pays du Golfe, d'Amérique latine. Ils recherchent avant tout des artistes ou des œuvres marquantes de l'histoire de l'art. Des artistes comme Andy Warhol, comme Basquiat. La Chine est désormais le pays où l'on vend le plus d'œuvres d'art. Ce commissaire-priseur rencontre donc de plus en plus de Chinois. Leur objectif, selon lui, afficher leur nouvelle richesse. Quand on a fait une fortune, on a d'abord les signes extérieurs. Donc il faut d'abord avoir la voiture, la maison, et puis après, il faut passer au mur. Sinon, on reste à nouveau riche. Donc la culture est capitale. Ils en sont à ce stade-là. Et ils en sont à ce stade-là. Des milliardaires amateurs d'art qui sont aussi des investisseurs. Si cette flambée des prix se poursuit, ils pourront encore s'enrichir en revendant leurs toiles dans quelques années, encore plus cher. Emmanuel Perrotin, on vient de voir un sujet qui balaie de manière radioscopique un peu les grands schèmes du marché. Vous semblez dire qu'il faut nuancer un peu le propos. Si on dit que la Chine est le plus gros marché de l'art contemporain, on sait bien que c'est toutes catégories confondues, dont les encres de Chine et des catégories qui poussent par la démographie évidemment à de très gros résultats. Mais pour l'art contemporain, cette évolution, elle est mondiale, effectivement, elle est dans plein de pays et il n'y a pas vraiment une ville qui s'impose, c'est un florilège d'énormément de collectionneurs partout dans le monde qui a poussé cette montée. Et on parle aussi beaucoup d'une dimension un peu festive de la manière dont vous imprimez l'accompagnement d'un certain nombre de rendez-vous concernant. Est-ce que pour vous, le triptyque musique, mode, design renvoie à la culture pop forcément ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Donc c'était important pour moi d'ouvrir à New York. Je n'ai pas souhaité le faire avant, même si New York est depuis le début de ma carrière la capitale du marché de l'art, parce qu'il fallait que j'y sois prêt et je n'aurais pas forcément été un bon conseiller auprès de mes artistes de les encourager à venir travailler avec moi là-bas si je n'y étais pas prêt. Il se trouve que ça s'est bien passé. Nous avons eu 2 vernissages là-bas qui ont eu beaucoup de succès. La partie fête, oui, on a enchaîné beaucoup de fêtes depuis le début de la galerie. C'est vrai que j'aime beaucoup la musique, j'aime organiser des concerts. De Massive Attack, la présence de Pharrell Williams, les demi-dieux du hip-hop mondial. Voilà, mais on fait aussi beaucoup de groupes qui étaient totalement inconnus et qui sont devenus connus après, donc ça fait très plaisir. Mais c'est plutôt un compliment, non ? Ah oui, non, on en est très très contents. Non, c'est vrai que le rapport festif, c'est pas forcément celui qui permet le succès, celui de vendre les œuvres d'art. Ça permet surtout de rendre à tous ceux
du milieu de l'art et de ça qui fréquentent la galerie, un peu les bénéfices de ce qu'on gagne grâce aux artistes. Alors, est-ce que vous avez un regret? 25 ans, ça passe vite. Est-ce que, par exemple, en 91, vous offrez à un jeune Anglais sa toute première exposition, Damien Hirst, le fait qu'il parte vers d'autres écuries et qu'il devienne l'un des monstres sacrés du genre? Bon, à l'époque, vous savez, c'était pas du tout vécu comme un échec. J'avais une galerie dans un appartement, je sortais tous les soirs mon matelas d'un placard pour dormir au milieu de l'exposition. Damien Hirst, 6 mois après la première exposition commerciale que je lui ai consacrée, a eu un succès international retentissant. Charles Saatchi a produit un requin dans du formol, c'est une pièce monumentale d'un jeune artiste qui a du jour au lendemain eu un énorme succès. J'ai beaucoup plus bénéficié de son succès qu'il n'a bénéficié du peu que j'ai fait pour lui. Un dernier mot peut-être sur ce qui, selon vous, fait l'originalité, la spécificité de vos choix, de cette galerie qui porte votre nom? Écoutez, j'ai des artistes très divers, avec des esthétiques très particulières. On peut voir ça comme un manque de cohérence. Moi, j'y vois comme la possibilité pour mes artistes de bénéficier de ponts entre des personnes qui viennent, par exemple, pour un artiste très visuel, va finalement s'intéresser à un artiste très conceptuel. Et c'est très bien. Et ça fonctionne bien. Et je le fais par choix, je le fais par goût, pas uniquement par stratégie. Et j'espère que votre public viendra visiter la galerie. Le message est passé, car c'est déjà hélas la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On rappelle qu'il y a donc ce 25e anniversaire, célébration du côté de la Tripostale de Lille jusqu'au 12 janvier. On peut y aller massivement. Oui, il faut remercier Martine Aubry et Lille 3000 qui ont organisé cette exposition. Eh bien, c'est fantastique. fait. Merci. Et on se quitte avec des images de Paola Pivi, l'une des jeunes artistes qui expose justement la galerie Perrotin. D'origine italienne établie en Alaska, ses œuvres combinent différentes techniques qui s'attaquent cette fois-ci au thème des ours polaires et des créatures fantastiques. Tout un programme, regardez.